Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nouvelle semaine de trading, un peu décalée puisqu'on la commence mardi. On aurait pu la commencer hier, mais moi j'ai préféré passer un peu de temps avec mon Pichou. Et donc ça reprend aujourd'hui. La journée quand même hier n'a pas été totalement inintéressante, hein. J'ai jeté un coup d'œil en milieu de journée. Euh, et j'ai plutôt été assez surpris du mouvement baissier sur les indices américains. Je ne l'ai pas vu venir celui-là. On va en parler. Donc hier clôture à moins 2,25 des indices américains. Ça tire tout le monde dans le rouge. Le DAX ce matin qui reteste des supports. On va parler de tout ça bien entendu, mais dans l'ordre on va commencer comme d'hab par le Bitcoin pour les cryptomaniaques. Donc le Bitcoin, bah ça y est, je ne peux pas faire plus simple, hein. Donc on était dans le Discord ce week-end. Enfin, vendredi plutôt, avant de partir sur le week-end, ce long week-end. On avait donc fait le point ensemble, comment placer son cadre technique sur le Bitcoin. On en était arrivé à cette conclusion-là. Donc deux choses, un canal orienté à la baisse, certes, mais dans un cycle haussier avec le bottom qu'on avait donc trouvé tout en bas, et auquel venait s'ajouter donc la résistance qu'on constituait sur le haut de ce canal et une résistance oblique qu'on avait trouvée ici et qu'on était d'ores et déjà en train de déborder. Ce qui signalait qu'en fait, si on était resté sous les deux obliques, là c'était ultra bear, là c'était la zone plutôt neutre, à la fois haussier, à la fois baissier, on aurait très bien pu rejeter cette oblique et revenir tester la partie basse, là ça aurait été cassure et terminé pour le scénario. Et là, voilà, on en sort par le haut. Donc je pense que maintenant, on est tranquille. Là, on peut vraiment placer un stop au marché. Je parle pour ma condition personnelle. Voilà. Moi, là, maintenant, j'ai vraiment un stop au marché. Mais voilà, la patience a quand même rémunéré au final. Donc là, ça y est, on déborde les résistances. On arrive sur une première zone résistante en soi. Donc attention à ne pas être trop agressif non plus, penser qu'on repart to the moon. Mais normalement, si je ne me suis pas planté, il est quand même possible. Alors voilà, on va aller chercher tout de suite différentes targets. Déjà, le premier des constats techniques, il y a une résistance technique par là. Maximum 7642, c'est Sinewave qui vous la donne celle-là. Donc déjà, à partir de là, si on arrive ici, il faut obligatoirement avoir pris un profit partiel. On est à l'achat, je le rappelle, et c'est contre-tendance. Donc contre-tendance, s'il y a des freins dans le mouvement haussier, il faut absolument sécuriser les gains dès qu'on se rapproche de ces zones de frein. Donc on va essayer d'aller voir et d'identifier un peu tout ça, puisque donc on doit mettre en place, là aujourd'hui, un nouveau cadre technique. On a eu donc un point baissier qui s'est mis en place ici, ce qui fait qu'on avait donc une nouvelle oblique à tracer ici. D'accord. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant ce week-end. Donc, on met à jour le cadre technique du week-end. L'oblique résistante, elle est là. Pardon, alors je dis n'importe quoi. En plus, voilà. Donc, voilà pour moi ce qui est notre nouveau cadre technique. Hop, on va juste changer. Donc, on a un canal baissier à tracer. Voilà. Bon, c'est le même canal en fait, plus ou moins, hein, mais à peu de choses près, mais on est obligé de respecter. Rappelez-vous, toujours pareil, pour construire le canal, il faut absolument que vous utilisiez le dernier signal en date, qui est donc bien ici un signal vendeur, bear. Ici, on a bien un signal de vente. Donc votre canal, il doit se construire avec ce point-là comme dernier point d'ancrage. Ensuite, on va chercher la résistance précédente et on construit le canal par rapport au support. Donc là, on était toujours dans un canal baissier, pas de souci, on s'en est donc bien extrait par le haut. Maintenant, on a donc un support potentiel, un intermédiaire ici, qui est construit par ces deux points de support potentiel. Donc maintenant, c'est pas compliqué, on a ça. Voilà. On a construit un nouveau point de résistance ici, un point de support là, puisqu'on a cassé la résistance, donc il y a forcément eu un point de support. Donc voilà, maintenant on a ça, et on attend. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Je pense que pour l'instant, ce qui nous attend, c'est de revenir au moins tester cette oblique-là, voire éventuellement faire un pullback sur le précédent canal baissier. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas constitué une nouvelle résistance, moi je ne vois pas de raison réelle de s'inquiéter. Maintenant, on voit qu'on se rapproche vers des niveaux résistants, donc il ne va pas non plus falloir y aller ultra violent. Rappelez-vous comment on fait son analyse graphique en termes de niveaux horizontaux. Ici, on a bien un breakout, ce qui fait que la zone qui a précédé le break est une zone résistante. Donc on est là aujourd'hui dans une zone résistante. Le momentum ne montre pas le moindre signe de fatigue, donc il est hors de question pour l'instant de prendre les bénéfices. Mais dès que le momentum va fatiguer, il faudra le faire. Voilà la conclusion en gros sur le Bitcoin. Tant qu'on reste au-dessus de ces obliques, il n'y a pas d'inquiétude pour le mouvement contre-tendance. Ça veut dire qu'on est toujours, on a toujours une aspiration à retracer vers les résistances. Donc on est plutôt bon en étant à l'achat. Donc on reste à l'achat.
tant que le momentum est avec nous. Dès que le momentum commencera à faiblir, fatiguer, montrer des signaux type divergence ou retournement type bear et trucs comme ça, ou TP, moi je pense que c'est plutôt des patterns de TP auxquels on va devoir s'attendre bientôt. Bah, évidemment, dès que pattern de TP arrive sur le momentum, on s'exécute. Point. Pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai une target limite au marché qui se trouve ici, c'est-à-dire que si on arrive à 7008, moi, je prends mes profits. Voilà. C'est-à-dire que je limite ma hausse, quoi qu'il arrive, ici. Voilà. Je devrais même théoriquement la mettre ici. Voilà. Puisque là, normalement, ce que nous dit Sinewave, c'est qu'on est dans un cycle bear jusque-là. Donc théoriquement, cycle bear dans une tendance baissière, on n'a pas de raison normalement d'aller déborder ce cycle-là, avant d'avoir reconstitué un support. Donc moi je dirais là théoriquement, il faut mettre une limite au marché pour les achats contre tendance à 7638, bon, par là quoi. Mais vous voyez que c'est bien un niveau qui a constitué une zone. Voilà. Ça voudrait dire en gros on déborde la zone résistante ici, celle qui avait catalysé le break, on la déborde, on termine, on vient faire un petit pullback et ensuite évidemment on essaiera de se rediriger vers un mouvement haussier. On va faire un petit point héliotiste, même si encore une fois, je vous dis, je préfère rester simple, mais pour moi on est donc dans une structure assez étrange, voilà, mais je ne saurais pas vraiment dire quel type de structure on a ici. Voilà. C'est vraiment un merdier ce truc-là. Je vois plusieurs décomptes possibles. Donc voilà, moi je vais partir dans le principe où je reste dans ma structure daily, c'est-à-dire je pense qu'on a trouvé nos prises de profit ici en 3 points de contact, hein, c'est-à-dire que le cycle TP, on l'a déclenché ici, on a essayé de le maintenir là et on va finalement probablement le déclencher ici. Ça veut dire qu'il aura fallu 3 prises de profit pour faire remonter les prix vers une résistance. Donc voilà, moi je pense que le cadre dans lequel on est, c'est une structure de type A, B, C ici en running flat. Donc théoriquement, je me dis, notre target max, ce serait 8004 et on devrait normalement y arriver, si on est bien bon dans notre schéma héliotiste, en 5 sous-vagues. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir eu une vague 1 ici, une 2 très très courte, à laquelle s'ajouterait probablement une 3 ici, et ensuite on ferait 4 et éventuellement une grande 5 étendue là-haut, par exemple. Ou alors on fait une grande 3, d'accord ? Dans ce cas-là, on déborde notre target numéro 1, une petite 4 et une petite 5. Tout à fait possible. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne repasse pas vendeur tant que je n'ai pas eu 5 vagues de hausse. Voilà. C'est vraiment tout simplement ça que je souhaite développer dans ce marché. Donc, pour l'instant, moi, je dis patience sur le Bitcoin. Il n'y a pas raison de s'inquiéter plus que de mesure. Il faut carrément plus réintégrer ce canal baissier, hein, ça c'est certain. Moi, je dirais que pour l'instant, tant qu'on reste orienté à la hausse, il n'y a pas de risque outre mesure. Donc voilà, on cherche 5 vagues de hausse. Une fois que ces 5 vagues de hausse seront réalisées, je pense qu'il faut repasser baissier. Pour ma part, en tant qu'acheteur, je ne joue la vague acheteuse qu'en terminaison de la vague 3. Donc sans signaux ici, voilà, je vais remettre ma target là. Si j'ai toujours pas de signaux dans cette zone-là et qu'on revient déborder cette zone-là, effectivement, je viendrai chercher ma target 1, proche de la résistance précédente ici, vers les 7008, 7009. Et évidemment, ici, j'arrête de jouer le scénario acheteur. Je vous rappelle, c'est contre-tendance, je ne vais pas rester jusqu'à 8004. Mais voilà, je dirais target 1 et éventuellement peut-être jouer derrière la target 2 dans un second temps, mais alors avec un levier vraiment moindre. Et c'est surtout, par contre, essayer de jouer une vente là-haut qui sera pour moi le scénario intéressant. Voilà pour la partie Bitcoin. Je réponds à 2-3 questions. Je n'analyse pas l'Ethereum ni le Ripple, tout simplement parce que pour moi, tout dépend du Bitcoin. Et je vous avais dit, le Bitcoin, s'il s'amuse à péter ça en ligne droite et se diriger vers les $6000, pour moi, il va trop vite. Et dans ce cas-là, ça ne m'intéresse plus de trader le Bitcoin, mais ce n'est pas pour autant que j'irai trader l'Ethereum ou le Ripple, puisque pour moi, ils sont dépendants. Si le Bitcoin va trop vite, théoriquement, le Ripple va baisser aussi vite et l'Ethereum aussi. Donc, par définition, moi, c'est tout le secteur crypto que j'aurais mis de côté pendant un moment, jusqu'à ce que je retrouve un cadre technique pour retrader, tout simplement. Voilà. Mais là, le marché valide ce que je voulais, c'est-à-dire, on est allé très loin pour chercher des TP, mais on les a trouvés. Voilà. On est bien conscient, par contre, que ça reste un cycle de TP. Hein. Le marché ira probablement casser ce truc-là plus bas, mais il faut exécuter des prises de profit pour les vendeurs. Voilà. Parenthèse refermée pour le Bitcoin. Allez, on part sur le S&P 500. On va le regarder en cash. Oula, alors il va falloir que je nettoie tout ce merdier parce que c'est vrai que j'ai foutu un sacré bordel avec tous mes gaps. Mais vous voyez, hein, je vous l'ai dit, le marché quand il est monté, là c'était un gruyère. Regardez-moi ça, le nombre de gaps qu'on avait laissé ouverts là-dedans. Enfin, c'était n'importe quoi ce truc-là. Bon, donc tout a été refermé, bien évidemment. C'était pour ça et c'était une des raisons pour lesquelles je vendais toujours agressivement les indices américains là-haut. Hein. On avait laissé un gruyère derrière nous. Il était hors de question qu'on puisse continuer de monter dans de telles conditions.
bien que tout le monde ait été ultra bull à l'époque et complètement obnubilé par la hausse. On a quand même laissé du coup maintenant des gaps baissiers, hein, donc il faut les noter quand même, mais voilà. Donc la séance d'hier, bien bear, ça ouvre en gap baissier et ça vient clôturer, mais attention, on ne tient pas la clôture tout en bas, mais on clôture sous le support précédent. Donc la séance d'aujourd'hui sur le S&P 500, elle va être intéressante. Ça tente un break, alors on va aller le voir par contre sur le futur. Voilà. Moi pour les cycles, je préfère avoir les cycles au niveau du futur, ça me paraît plus prédominant. Voilà, bon bah même chose, c'est même encore pire. Donc on est bien sur un break baissier, target dépassé, on est bien sous les canaux du S&P 500, rejet de l'oblique, c'est-à-dire on tente le débordement de l'oblique, boum, on réintègre et on casse le canal dans la foulée. Là, clairement, on a pécho la résistance ici, ce qui fait qu'on met à jour notre cadre technique. L'oblique se trouve donc à la place du canal. D'accord ? Toujours pareil, quand vous êtes dans un cycle vendeur, le canal se constitue... Le dernier point de votre canal, c'est votre cycle vendeur. Le deuxième point d'accroche, c'est le cycle vendeur précédent. Et le support, c'est le dernier support porté au maxi. Et ensuite, l'oblique résistante, l'oblique résistante ou l'oblique de support, c'est les deux derniers supports constitués. Voilà, donc là, on ne peut pas faire plus compliqué, enfin plus simple, c'est-à-dire que là, on est dans un marché qui est plutôt dans une neutralité baissière, d'accord ? Là, c'est la neutralité totale, là, c'est la neutralité baissière. Attention, donc aujourd'hui, ce qui est intéressant sur le S&P 500, c'est, je pense, retest des 2006, donc du précédent support, on va le retester aujourd'hui en tant que résistance, on va voir comment ça va se constituer. Si ce support est réintégré, je pense que ça aurait été une zone de risque et dans ce cas-là, le S&P 500 pourra revenir sur des niveaux beaucoup plus haussiers. C'est-à-dire que si ça, c'est vraiment un piège baissier, et regardez ce qu'on est venu faire, hein, voilà. Et alors, je vais même vous montrer autre chose, parce que j'ai vu qu'on avait fait 2757, et c'est un niveau que je vous avais donné. Voilà, je vais vous expliquer à quoi il correspond. Hop, si vous prenez tout ça, POC, basique. Voilà, ce qu'on est venu chercher, c'est un niveau que je vous avais donné. Je vous ai dit, quand on est là, attention, il est possible qu'on vienne faire un petit excès à 2557, prix que je vous avais donné précisément, enfin 55, plus le spread, pour venir chercher le 38% de retracement. Donc attention, moi aujourd'hui, j'ai pas tendance à penser que le S&P soit baissier. Je ne peux pas le vendre, hein, clairement. Enfin, je ne peux pas l'acheter, c'est impossible. Là, breakout baissier, on n'achète pas un truc pareil. Il n'y a rien comme signalement au momentum qui permette d'acheter. Donc là, c'est hors contexte complet d'essayer de jouer un achat sur le S&P 500. Moi, de toute façon, effectivement, comme vous l'avez vu, le stop des positions qui avait été prise à l'achat ici en fin de semaine dernière est conservé, a été déclenché, donc sans perte. Mais voilà, je ne passe pas spécialement vendeur du S&P 500 pour l'instant. Je pense que c'est en débordement de ces 38,20 qu'on aura un vrai gros signal de baisse. Mais ce qu'on voit en daily, c'est que là, voilà, dans notre cadre technique en daily, on est bien en train de travailler cette oblique de support qui est supportée par un niveau technique Fibonacci et pour l'instant ça tient. Voilà. Donc attention avec les supports du S&P 500. Je vous rappelle qu'on joue une potentielle pattern de crack, mais si on trouve un support ici et qu'on vient casser ça, c'est terminé. Voilà. Hein, qu'on soit bien d'accord, on est sur une tentative de break baissier. Pour l'instant, c'est pas validé ce break. Voilà. Ça, c'est clairement pas validé pour l'instant. Donc on attend de voir comment ça se construit ici. Si effectivement on devait rechuter aujourd'hui, valider le break, péter les 38,2 et aller faire un plus bas que les 2551, je pense qu'effectivement à terme on se dirige vers le scénario de crack, c'est-à-dire revenir tester ce bas de canal ici, toc, s'installer un peu ici et derrière on remonte pour la phase espoir et derrière on purge et on aura terminé notre crack. Ok ? Je dirais que pour moi, la prochaine zone support, c'est ici. On a bien un support chartiste sur les indicateurs, un 61% de retracement, une zone technique. Je pense que ici, c'est vraiment la zone à viser pour notre nouvelle appréciation baissière du S&P 500, si évidemment le scénario baissier se valide. Pour moi, il faut sortir de ce support graphique. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc, vraiment prudence. Il me semble que ce n'est pas gagné encore pour le S&P 500. La séance d'aujourd'hui sera intéressante, sera très intéressante. Voilà. Donc évidemment, pour moi, le sort des indices européens dépend intégralement du sort des indices américains. On a bien déclenché une pattern de TP sur le DAX, ce qui fait que là, moi, très honnêtement, je pense qu'il est jouable, voire intéressant, pour être honnête, de lancer des positions acheteuses sur le DAX. Maintenant, il faut les faire sur des supports avec des signaux d'achat. Voilà. Donc moi, je dirais là, on est en train de retravailler un support sur le DAX.
Est-ce qu'on l'achète? Non. Gap baissier, énorme gap baissier sur le DAX. Moi, je ne suis pas super friand d'achat. Mais honnêtement, moi là, je pense que je vais mettre en pause et je vais aller regarder. On va regarder ensemble ce qui se passe en 5 minutes. OK? Donc là, on va aller basculer en 5 minutes. On regarde notre cadre. On va faire notre analyse technique sur le cadre en daily. Donc ici, on a un nouveau niveau de support potentiel. OK? On a bien boule, TP, flèche. Donc là, on a bien un signal d'achat potentiel. Ça veut donc dire qu'on doit constituer... Alors là, il n'y a pas de signal d'achat. Ah si, oui, OK. Donc on va aller constituer notre canal. Hop. Donc encore une fois, on prend toujours... Merde. Le dernier point d'accroche, d'accord? Le point précédent et la résistance précédente. Là, évidemment, on doit tirer pour avoir... Hop, tout ça. On est obligé, hein, il faut absolument de toute façon que vous récupériez toutes les mèches. Donc vous êtes obligé là de vous placer dans ce contexte-là. Bon, ça me paraît quand même un peu limite. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est plutôt ça. Voilà, hop, voilà, et voilà. Donc déjà, tant qu'on est là-dessous, pas de signal d'achat. Donc il va vraiment falloir s'extraire de ce truc-là. Donc l'objectif, ce serait de faire en sorte que les TP supplantent la tendance baissière, soient plus puissants que la tendance baissière. Dans ce cas-là, l'objectif sera donc de sortir de ce canal. La validation du trade, ce sera sorti du canal. Et ensuite, notre oblique résistante, bah là, effectivement, elle se trouve là-haut. Donc on n'a pas vraiment beaucoup d'obliques résistantes. En support, on n'a pas grand-chose non plus, mais je mettrai ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va chercher un support avec les deux derniers supports. Voilà, moi je mettrais ça comme oblique de support. C'est-à-dire que le DAX, là-dedans, il est en neutralité. En dessous, évidemment, il est baissier. Au-dessus, c'est plutôt haussier. Donc, je dirais, on est en zone neutre, donc on peut essayer de jouer des petits achats sur support. Okay, on vient de faire notre analyse technique en daily. L'objectif, c'est donc de sortir du canal et de dépasser les 23% de retracement. Qu'on va donc placer ici maintenant, puisqu'on est allé faire un plus bas. Ok, donc voilà notre analyse technique qui vient d'être faite, tout simplement. On est dans un objectif de retracement de cette vague de baisse, d'accord? Je pense qu'on peut sans problème viser un 50%, c'est-à-dire que ça fait achat, validation, TP1, voire TP1. Voilà, on peut voir, hein, essayer éventuellement de viser un 61,8. Je pense qu'ici, déjà, il faut commencer à se calmer. Donc, je dirais, voilà, l'objectif, c'est de revenir invalider ou freiner la tendance baissière, revenir chercher un 12 642. Dans un premier temps, ici, on prend ses profits. Évidemment, on peut commencer à racheter des pullbacks et se rediriger éventuellement dans une tendance haussière. Mais ça sous-entend évidemment qu'il faut que le S&P 500 n'entre pas dans son crack. Si le S&P 500 craque, le DAX tombera. Voilà. Donc moi je dis prudence sur les indices européens, mais il me semble quand même que des achats peuvent être envisagés. Et on va regarder les niveaux de prix actuels, me semble là en soi pas dégueu. Voilà. Donc allons-y, regardons en 5 minutes et on fait le même exercice. On va se mettre en grand écran, comme ça on sera beaucoup plus... Voilà, hop. Donc, on y va gentiment mais sûrement. Ici on a bien une résistance. Ok, là on est en train d'essayer de trouver un support. Le momentum est bullish mais pas encore sine wave, donc on laisse filer. On est en break baissier, donc on ne s'amuse certainement pas à acheter un marché pareil. Là on a bien un soutien bullish. Ensuite des résistances. Voilà, ça va chercher loin en termes de résistance. Après derrière, alors la résistance. Ok, et un support, là support. Voilà. Donc le cadre technique, c'est ça. Bon là, en gros, vous voyez bien, c'est plutôt une lessiveuse de fin de semaine. D'accord, c'est-à-dire un petit canal ascendant qui reste et qui dure longtemps. Donc le cadre technique, bah, il était plutôt là. Ok, on le met saillant, donc on est obligé d'aller chercher ça. Et la résistance ici, et la même chose. Hop, voilà. Donc notre cadre, c'était ça. Ok, hop. Ici, saillant à la résistance. Voilà. Le cadre technique, c'était ça. On en est clairement sorti par le bas. Là, en gros, il n'y a pas de cadre technique, donc il faut attendre que le marché trouve un niveau de support. C'est-à-dire là, il faut vraiment marquer un premier niveau de support pour pouvoir pour pouvoir imaginer, en tout cas dans un premier temps, des achats potentiels. Là, en fait, il n'y a pas de cadre technique avec une analyse chartiste standard. D'accord ? Là, on peut faire de l'héliotisme, si vous voulez. Mais voilà, en cadre technique standard, là, il faut attendre d'avoir de nouvelles informations, attendre qu'on imprime des prix par là pour pouvoir constituer un nouveau canal et une oblique résistante, parce que là, pour l'instant, il ne se passe rien du tout. C'est juste bear, point. Donc en 5 minutes, on ne peut pas acheter, en horaire non plus. Donc on attend.
soit un signal en horaire, soit un signal en 5 minutes. Moi, je pense qu'on cherche la constitution d'un support intermédiaire, je dirais par là, en fait, dans la zone sous les, allez, je dirais 11 800. Donc, je dirais quand même encore une rebaisse du DAX. Allez, une rebaisse de quoi? Ça fait 0,5%. On est quand même déjà à moins 1,47. Donc, à voir comment ça se déroule aujourd'hui. Moi, pour l'instant, je ne suis pas super chaud d'acheter. Je pense qu'il n'y a pas de signaux qui permettent de le faire. On a bien ici des signaux de prise de profit, c'est-à-dire que là, théoriquement, le DAX peut être achetable, mais d'ores et déjà, déjà d'une part, il faut que les prix se réorientent à la hausse. Hein. Le momentum voit des prises de profit, mais il n'a pas vu que le prix se retournait. Donc vraiment attention là-dessus. Et l'objectif, c'est vraiment que le DAX réussisse à repasser au-dessus des 12 026. Hein. C'est-à-dire que si ici on trouve bien des TP, il faut que le DAX, hop, revienne chercher au-dessus de 12 000 et essaie au moins en tout cas de refermer partiellement son gap. Mais si aujourd'hui il y a stratégie d'achat et que le S&P 500 aujourd'hui tente d'effacer partiellement la baisse qu'il a eue hier, je pense que c'est plutôt le DAX pour moi qui me semble intéressant à acheter plus que le S&P 500. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, boum, ça dégringole, un DAX, il n'y a rien à faire pour l'instant. Voilà, attendre. Voilà. Le momentum vous dit bullish, on peut être bullish, mais il faut trouver les prises de profit des vendeurs, et pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir le faire, puisque les prix n'y réagissent pas. Donc on attend. Moi, je vois bien une nouvelle zone intéressante sur le DAX, voilà, vers là, sous les 11 009. Donc encore un peu plus bas pour jouer éventuellement un petit achat de DAX tout à l'heure. On surveillera ça bien évidemment dans le Discord. D'ailleurs oui, Discord qui va être enfin je pense ready pour une entrée publique. C'est-à-dire que pour l'instant on était un peu en bêta test. Bon, on est déjà quasiment 1000 dessus, donc pour un bêta test c'est quand même pas dégueu. Mais voilà, je commencerai à envoyer des mails à tous les autres utilisateurs bientôt, puisque je pense qu'on est sur la phase terminale de préparation de ce truc-là. On a trouvé un bon petit rythme de croisière. Donc voilà, je vous partagerai un petit peu plus amplement en détail ce fonctionnement du Discord. Je vous referai de nouvelles vidéos, tout ça. De toute façon, j'ai pris un deuxième abonnement 4G, comme ça, il n'y aura plus de soucis. Donc voilà, maintenant, je vais avoir suffisamment de data pour faire le malin. Sans problème. Voilà, allez, on continue. Donc les indices Hang Seng, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe sur le Hang Seng? Ok, alors pardon, on va pas aller en 5 minutes, là on va revenir en daily. Je me disais non, le Hang Seng il est parvenu sous les résistances quand même. Voilà. Donc le Hang Seng qui nous tente un soutien bullish sur l'oblique de support, pas confirmé au momentum. On a bien toujours un momentum orienté à la baisse. Attention à ce que ça se réoriente pas à la hausse, ce truc-là. Ça me paraît peu probable, mais je m'attends effectivement là très prochainement à un travail. Voilà. Je m'attends à un range. Ce niveau est important, puisqu'en fait, si on décroche ça, le Hang Seng il perd 10% en ligne droite. Donc moi, il me semble qu'il est normal qu'on tente un soutien de la dernière chance là-dedans, sans que ça remonte très haut. Voilà. Moi, il est clair que si on revient tester ça, c'est pas bon. Voilà. Pour moi, on doit... Voilà. Ça, c'est le scénario Hang Seng. Donc, de toute façon, moi, je suis déjà stop break-even sur le Hang Seng. C'est-à-dire que si ça remonte là, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que c'est aussi. Enfin, que c'est aussi. En tout cas, que c'est pas prêt à baisser. Pourtant, il y a tout qui déclenche une pattern de crack. Il est hors de question de traiter ça à l'achat. Donc, pour moi, c'est vente, short qui peut, entre guillemets. Et j'attends maintenant qu'on dégomme l'oblique de support. Une fois que ceci sera réalisé, redirection canal de baisse, égale très très bas, égale ça va faire très mal, égale gros gain en perspective si ça se met en place. Pour l'instant, pas de cataclysme en vue, en tout cas en ce qui concerne le Hang Seng. Voilà, on va faire l'analyse graphique rapidos. Ici, on vient bien de constituer un support. On cherche les précédents, et il y en avait un là. Hop, voilà, ça nous fait support, résistance. Non, la résistance se trouve donc là. Hop. Ok, hein, rappelez-vous, il vous faut toujours un des deux indicateurs qui signale. Donc là, on a tenté des breaks haussiers, mais il n'y a pas eu de signal de vente. Ah oui, remarque aussi. L'invalidation d'un break haussier, c'est un signal baissier. Donc effectivement, ici, il y a bien résistance. Ok, là, il n'y a pas eu de résistance. Donc on va mettre notre support là, au plus bas. Et ici, effectivement, résistance et support. Voilà, donc on a fait notre boulot, on trace notre canal, on est sur un support, donc encore une fois, on trace le canal qui vient du support. Ah, pardon. Donc, POC, POC et POC.
Ok, là on est supposé tracer bien violent quand même. Donc voilà le canal normalement dans lequel on est toujours dessous. Donc tant que ce truc là tient, c'est plutôt vert et il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. En ce qui concerne la partie oblique de support, pour moi ça se drivera plutôt par là. Donc c'est-à-dire que l'objectif là, c'est de réussir à péter ça au sud pour se diriger vers un mouvement plus baissier. Donc voilà, pour l'instant, tant qu'on reste dans le canal baissier, si on sort du canal baissier, on attend la constitution d'une nouvelle résistance sur des niveaux de retracement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on met ces retracements Fibo et on cherchera probablement un 50, 60, 61, 76, 4 pour constituer une nouvelle résistance qui nous donnera donc un canal de baisse moins pentu que ça. Mais évidemment, ici, pouf, on rejouera la baisse. L'objectif sera donc de chercher le report baissier du canal qu'on aura nouvellement constitué. Donc pour l'instant, patience me semble être le meilleur choix à faire pour l'instant. Donc attendez, je vais remettre mon code couleur comme j'avais pris, c'est-à-dire, voilà, on avait dit, ça, c'est les signaux en attente. D'accord, donc ici, on va faire, pardon, je me remets là, hop. Comment je vais l'appeler cela? On va faire comme ça. Hop, voilà. Donc le but c'est de trouver un signal là-dedans sur des niveaux de retracement une fois qu'on est sorti du canal. Si on relance à la baisse dans le canal, c'est que le Hang Seng est bien vert et dans ce cas-là, bam, on se continue à s'enfoncer violemment. Donc c'est bien les deux scénarios du jour. Le S&P 500 clairement cet après-midi donnera le ton. Soit on continue et on range un petit peu plus longtemps en gardant la possibilité évidemment d'une sortie haussière, c'est-à-dire que ce ne sera pas encore gagné pour les cracks. Si on tient toujours les résistances, le risque c'est qu'un terme on défonce le support. Là dès qu'on défonce les supports, Hang Seng casse le sien, S&P casse le sien, DAX part au sud. Ce sera la totale, ce sera très très rouge. Donc dans ce cas-là, on va regarder immédiatement le VIX. Voilà, vous voyez ça? Le VIX il redescend plus là. Ça fait je ne sais pas combien de jours on s'installe dans les 20. Là je vous dis clairement, le danger c'est qu'on aille péter à 75 là. C'est-à-dire effectivement on lance le crack et là boum, on se dirige vers les 50, 70. Moi je pense que pour arriver à 70 de vol, il faut un catalyseur. Donc je pense qu'il faut que quelque chose se passe mal. Il faut trouver une raison. Voilà, il faut trouver maintenant une raison pour que ça craque. Donc moi je ne sais pas. Encore une fois, je vois que les prix se préparent à ça. Maintenant, il va falloir leur donner une raison de baisser. Et ça, je ne sais pas. Des raisons, il y en a des centaines. Voilà, l'administration Trump, c'est un grand n'importe quoi ambulant. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, des raisons, enfin des raisons potentielles, il y en a énormément. Maintenant, voilà, il va falloir voir cette idée-là. Est-ce qu'on se dirige vraiment sur un truc dangereux qui viendrait de l'administration Trump, des risques et des autres risques du genre? Moi, je pense que c'est possible. Maintenant, voilà. Le VIX, là, il a une grosse résistance, un gros support. Support à 20, résistance à 26. On dépasse les 26, c'est moche. On repart sous les 20, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on rentre dans une conso plus profonde qui nous ramènera peut-être, je pense, vers les 12, 13. Voilà. On ira difficilement plus bas que ça. Voilà. Mais il est possible qu'on aille chercher la zone voilà, des 12, 13 par là. Et dans ce cas-là, on aura fait hop, hop. Ici, on reviendra chercher une phase de détente du risque sur les indices américains. D'accord, une détente du risque qui sera assez longue. C'est-à-dire, je pense effectivement que si on invalide la pattern de crack, c'est plutôt un truc comme ça qui va se mettre en place. Gros bottom sur le VIX et boum, d'un coup, on y revient. Mais évidemment, pendant l'été ou, enfin voilà, en tout cas pas tout de suite. Si on repart sur une phase de détente, je pense qu'on repart sur facilement un petit trimestre de hausse sur les indices. Voilà. Si tout se passe bien. Mais encore une fois, je vous dis, là, le marché se positionne pas bien. Donc, s'il y a un truc qui arrive, à n'importe quel élément exogène qui débarque, je pense que le marché aura tout ce qu'il demande pour baisser et ça baissera fort. On l'a vu. Voilà. Le marché, pour moi, se positionne plutôt sur un mouvement baissier. Maintenant, je veux dire encore une fois, pas vendre la peau de l'ours tant qu'il n'est pas... si vous vous amusez à vendre trop tôt alors qu'on est sur des supports, ça peut vous coûter très cher. Moi, je pense que le crack, il fallait jouer la phase spéculative. Encore une fois, je reprends mon S&P 500, c'est-à-dire il fallait spéculer là, prendre ces profits-là. C'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, moi, j'attends de savoir ce qu'il en est. Si on casse pas ça, il n'y a pas de crack. Voilà. Purement et simplement. C'est-à-dire que moi, là, maintenant, je suis plutôt en stand-by sur le S&P 500. Si on se dirige à la baisse, je reprends le train vendeur. Ça, c'est clair et net.
Voilà, pour la partie indicielle, on a fait le tour. On regarde les taux à 10 ans américains. Voilà, effectivement, moi, je me repositionne à l'achat. On arrive sur notre oblique de support. Je surveille les signaux acheteurs. Ici, je n'en ai pas encore pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. On vient d'invalider un break, donc c'est plutôt bon. Maintenant, si on franchit une résistance, je rentre, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, je vais mettre voilà, hop. Si on s'amuse à franchir les résistances, je suis bullish. Maintenant, pour l'instant, c'est juste l'invalidation d'un break, mais je n'ai pas de confirmation au momentum qui me permette d'acheter. Donc, je pense que hop et hop. Ok, voilà ce que j'attends en fait sur ce truc-là. Constitution d'un vrai support, d'un vrai support chartiste, et puis ensuite on dégomme tout ce petit monde. Vous voyez qu'en termes de trendline, on a encore le temps, c'est-à-dire qu'on peut passer 2, 3, 4 jours en indécision totale sur les taux. Et derrière, moi je repasse acheteur de taux. Hein. Voilà, nos problèmes, on est bien, le momentum est déjà prêt. On attend juste de passer dans un cycle bullish et de trouver un niveau de support. Donc moi je dis ce canal chartiste a toutes les raisons. Je ne vois pas de raison que les taux s'arrêtent de consolider ici. Donc boum, voilà, je pense nouvelle hausse des taux derrière. On va parler de ça aussi. Bon, on va le faire maintenant du coup. Donc, voilà, je vous ai dit que je surveillais depuis plusieurs mois les taux de repos de la Fed. Alors qui ne veulent pas dire repository en plus. Je vous ai dit une grosse connerie la dernière fois. Ça veut dire, je ne sais plus, c'est repossession ou un truc comme ça. Enfin, de toute façon, imaginez-vous que le repo, en fait, c'est un marché qui a été créé, qui s'est créé tout seul, en fait, et qui a surtout été alimenté par la Fed. C'est-à-dire qu'une fois que la Fed elle a arrêté les QE, elle a continué de soutenir la baisse des taux, enfin les taux bas, à travers ce marché repo, qu'on appelle repo. Et bon, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a des vidéos qui vous expliqueront très bien ça sur Internet, mieux que moi, parce que vous expliquez ça sans des schémas et tout, c'est un peu complexe. Donc voilà, allez voir ce que c'est que le repo, et dites-vous que moi je surveille le taux de repo, donc le taux qui est utilisé sur cet échange repo, du repo market. Les taux repo ont explosé durant les derniers mois. Donc il faut faire gaffe. Voilà. Moi, c'est bien un des éléments que je surveillais. Alors, on est quand même sur des taux encore relativement faibles, mais ça veut dire que la confiance est en train de changer. Et ça, c'est pas bon signe. Vraiment pas bon signe. Ça veut dire que la confiance qu'ont les investisseurs en la Banque centrale est en train... en tout cas, la confiance au niveau des taux est en train de se dégrader. Tout simplement parce que voilà, on a eu une hausse de taux considérable, des taux longs, et les taux... En fait, considérez qu'il y a plusieurs niveaux de taux. Vous avez les 30 ans US, les 10 ans US, vous avez les 2 ans US, et ensuite vous avez les taux courts à 3 mois. Imaginez-vous que le marché repo, c'est la même chose, mais encore plus court. Le repo, c'est du marché c'est surtout de l'overnight. C'est-à-dire que vous achetez le matin et le soir, vous rendez. Voilà. C'est-à-dire vous empruntez, mais vous empruntez le matin pour rendre le soir. C'est vraiment ce qui permet d'alimenter la liquidité du marché, en fait, le repo. Je vous dis souvent, dans un moteur, le repo, c'est l'huile, c'est le lubrifiant. Si vous enlevez le lubrifiant dans un moteur qui tourne à plein régime, parce qu'il y a une fuite d'huile, autant vous dire que votre moteur, il va flamber dans pas longtemps, quoi. Et c'est pour ça que je surveille le marché repo. Et quand je vois les taux du repo qui augmentent, c'est un peu comme si la température de votre huile, elle commençait sévèrement à augmenter dans un moteur qui tourne à plein régime. Voilà, vous avez compris ce qui va arriver derrière, on risque le serrage moteur, et c'est bien évidemment le risque que moi je ne veux pas voir arriver en tant qu'être humain, mais que je veux voir arriver en tant que trader, parce que ça va me rapporter un max de gains, quoi. Donc voilà, je pense que le crack est totalement probable, non seulement, mais pour des raisons que je vous défends depuis un moment. Maintenant, il faut que tout dégomme, il faut que tout parte en vrille, il faut vraiment que le marché repo explose, et si le marché repo implose, et qu'il n'y a plus de liquidité, que la liquidité à court terme se voit beaucoup plus difficile d'accès, vous allez voir la belle mécanique haussière du marché s'écrouler sur elle-même. Hein, voilà. Et ce ne sera pas beau à voir. Mais on paiera le prix, si vous voulez, de 8 ans de conneries. C'est-à-dire que si le repo s'effondre, c'est tout le marché de la dette qui s'effondre. Donc c'est le prix des QE qui va devoir être payé, la confiance en les banques centrales qui va tomber. Ce ne sera pas beau. Voilà. Maintenant, encore une fois, je vois des pré-signaux dangereux. Et vous voyez que les prix les ont déjà matérialisés. Les indices ont déjà baissé. Voilà, maintenant on va voir si ça se poursuit. Pour moi, le scénario dangereux, ce serait effectivement de voir une réactivation ici et de voir un vrai gros mouvement haussier sur les taux, qui se verrait également sur les taux très court terme, donc hausse des taux de repo. Et là, pour le coup, là, ça fera très très mal, puisque là, c'est très probablement la bulle de crédit qui va éclater. Voilà. Donc on verra, mais ça fait partie des pré-signaux, et je note donc une hausse assez sensible des taux de repo durant les derniers mois, de concert avec la hausse qu'on a vue en fait sur les taux longs américains et les taux courts également. Donc là voilà, il y a un stress qui se met en place sur les taux. Maintenant on va voir si ce stress se matérialise réellement de façon crispée.
ou si on reste sur juste on se fait un petit peu peur, les indices corrigent, en tout cas arrêtent de monter. C'est aussi un scénario. Voilà. 2018, je vous avais dit, il y a deux scénarios. Soit on est déjà dans la phase de crack parce qu'on est allé trop loin l'année précédente, soit on est dans la phase retour de volatilité qui précédera une nouvelle hausse brutale des marchés, très verticale, et ensuite, évidemment, ce sera le crack. Donc voilà. Je ne sais pas encore lequel des deux on sera. Pour l'instant, on est vraiment en train de matérialiser les deux. Voilà. Allez, le gaz. Donc voilà, le gaz, grosse baisse hier, assez surprenante. Je ne vous cache pas que je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment la réponse à la question. Maintenant, moi, je reste acheteur de gaz. Hein. Nos problèmes là-dessus. Moi, je ne stresse pas plus que ça. De toute façon, j'ai déclenché mes prises de profit là-haut. Je vous ai dit, je rachète sur un pullback. Il va de soi que je n'achète pas ce type de pullback. Voilà. Donc là, le gaz, j'attends patiemment. On est toujours au milieu du cadre technique, ce qui fait qu'il n'y a pas réellement d'intérêt. Donc je dirais que dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, voilà, je vous le donne, hein, en plus de la stratégie qu'on avait mise en place, là, avec les obliques qui est très simple, vous pouvez utiliser les ratios FIBO entre le dernier support et la résistance. Moi, je vois que là, on est sur un 38% de retracement. Effectivement, c'est plutôt une zone qui sera intéressante à l'achat. Donc je dirais entre 2,65 et 2,62, voilà, par exemple. Ça nous ferait une zone ici, pas dégueu, pour essayer de choper des prix à l'achat. Voilà, une zone là-dedans. Oh putain, c'est chiant. Hop. Donc voilà, je dirais une zone là-dedans qui peut être pas dégueu pour essayer de jouer des achats. On voit que pour le moment, premier contact, ça paye. Donc là, maintenant, j'attends soit constitution d'une résistance et cassure. Pour le moment, on est dans un break baissier, donc on ne s'amuse pas à acheter à l'aveugle. Mais je dirais, voilà, par exemple, un 2,62. Si le break est terminé, à 2,62, ça me semble être intéressant de rejouer un renfort de gaz. Moi, clairement, je reste à l'achat. Il n'y a aucun stress là-dessus. Le daily est bien haussier. Maintenant, ce que je veux voir, c'est effectivement les résistances de momentum cédées, c'est-à-dire, hop, péter la trade line baissière du momentum et aller chercher le haut du canal. Et ensuite, j'espère, se franchir du haut de canal. Et là, on sera vraiment dans des mouvements ultra bull, et c'est là où on prendra des gros gains sur le gaz, que je prendrai, des gros gains sur le gaz, si ça venait à se produire. Pour l'instant, donc toujours dans la phase spéculative, on accumule, et donc on suit les mouvements de prix en se positionnant sur des ratios intéressants. Donc voilà, pour moi, ratio intéressant, ça se situe par là, entre 38 et 23,6 de retracement. Donc pour l'instant, je dirais patience sur le gaz, ça me semble encore un peu tôt pour se positionner en renfort. Alors, le gold, voilà, no comment. Donc le gold qui se remet directement dans des signaux plutôt bullish. Donc là, moi, je ne renforce pas encore le gold. Ça me paraît là aussi peut-être un petit peu prématuré. Non, je vous dis des conneries, j'ai renforcé le gold. Oui, si, j'ai renforcé. Hier, je ne sais plus, vers 15h, un truc comme ça, quand j'ai regardé les marchés US. Voilà, donc j'ai racheté du gold par là. Donc là, moi, je dirais quand même patience. Ça ne me semble pas encore forcément gagné pour le gold. Mais voilà, moi, je rachète clairement du gold. On est bien dans des signaux plutôt bull, dans une ascendance haussière. Donc là, évidemment, on a marqué une résistance temporaire. Je ne vois pas de signaux vendeurs. Donc je dirais, hop, ici et hop, derrière. Voilà, le but là, c'est de se diriger vers là. Ici, évidemment, c'est gros renfort haussier pour la sortie haussière du canal. Et là, derrière, c'est grosse appréciation haussière, direction la partie haute du canal. Donc, je dirais un 1425 grand minimum, voire moi, je pense tirer plutôt vers les 1450. Voilà. Donc, les objectifs pour moi sur le gold, c'est-à-dire, là encore une fois, un marché qui semble se positionner dans la phase risque, c'est-à-dire hausse du VIX, baisse des indices, hausse du gold. C'est ça que le marché semble pricer pour l'instant. Donc attention à ne pas trop vous amuser à acheter les indices. Ça sent pour l'instant le poisson pourri. L'US Oil, on l'analyse pour la semaine. Voilà, donc baisse de l'US Oil, ça va également dans le sens d'un marché action plutôt baissier. Donc vraiment, faites attention. Voilà. Je préfère être franc avec vous, faites très attention. Pour moi, l'US Oil ici n'a pas la moindre chance de tenir ce support. Si je fais une analyse héliotiste, ça fait 1, 2, 3, 4 en overlap, donc une 5 probablement étendue. Ce qui veut dire, voilà, ça fait hop, et on vient chercher 161%. Voilà, ça nous amène ici, déjà. Donc ça fait mal, hein. Je préfère être franc, c'est typiquement le genre de truc que vous ne voulez pas trop voir arriver dans un marché. Donc voilà, moi je dis vraiment faire attention sur ce marché, il me semble assez dangereux, voilà, vraiment assez dangereux, à voir, voilà, vraiment à surveiller, mais ça me semble être un marché
plutôt bear. Donc là encore, j'ai un marché qui se positionne contre les actions, en tout cas contre la hausse de profitabilité des actions, donc plutôt des reventes sur des prix qui sont complètement surachetés. Voilà, hein, je préfère être honnête avec vous. Moi, c'est pas très très beau ce qui s'annonce. En tout cas, je préfère pas trader dans le sens de l'achat des actions pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc on va voir si on a trouvé une vague 1 ici, c'est possible, hein, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut revenir chercher les résistances. Je vais mettre mon alerte là. Donc pour la semaine, pour moi, le premier niveau d'alerte, ce serait qu'on se redirige vers les résistances pour l'US Oil. Ce serait effectivement un signe plutôt contrariant pour la baisse des indices. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de vendre l'US Oil spécialement. Ce qui m'intéressera plutôt, ce sera la phase d'achat qui pourrait venir ici. Et encore, voilà. Mais pour l'instant, je vous ai dit, le US Oil, moi j'avais un sentiment plutôt consolidant. Là, vous voyez que... Ah oui, alors il faudra que je vous explique ça. C'est quelqu'un sur le Discord qui a fait un truc. Encore une fois, vous voyez, moi j'aime bien parce que je vous donne des pistes. Et je vous incite toujours à sortir un peu des sentiers battus, ne pas vous contenter simplement de bouffer ce que Phil vous donne à manger, quoi. Voilà. Et c'est très bien, voilà, par exemple, là c'est quelqu'un qui a trouvé ce truc-là, qui a foutu en fait les deux sine waves, le sine wave normal et le sine wave bêta sur le graphique, et ça donne effectivement des signaux assez étranges. Enfin, je trouve ça intéressant. Donc j'approfondis un peu, je teste, voilà, pour l'instant, voir ce truc-là. Donc là, on voit que les deux sine waves donnent un break baissier, c'est franchement pas le truc que vous avez envie d'acheter, quoi. Donc moi, je dis vraiment prudence sur un truc pareil. On est sur la target, donc les breaks sont pas encore validés, mais ça donne pas franchement envie d'acheter. Quand vous avez une clôture tout en bas d'un gros marabouzu comme ça, j'ai plutôt tendance à dire on consolide un peu, puis on s'y remet, hein. Voilà. Donc l'US Oil, tranquillou, vraiment tranquillou pour l'instant. L'eurodoll, voilà, toujours le gros bruit de marché. C'est franchement comment trader un truc pareil. Alors là, on a un TP et un signal vendeur. Ok, allez, Eurodoll, je repasse vendeur, ça va être plutôt clair. Donc, j'ai envie de nettoyer un peu tout ce bordel. Allez, on va nettoyer l'Eurodoll. Je sais plus comment on fait. Ah voilà, c'est ça, je crois. Super. Donc, allons-y. On nettoie tout. Ça, on est obligé de garder. Voilà. Et voilà. Ah, ça va mieux. Donc, on a un truc plus propre. On fait notre bonne vieille analyse. D'accord. Donc ça, c'est invalide. Ok. Bien le support, on le voit bien ici. La dernière résistance avec le TP ici. Le dernier support ici. On ne peut pas faire plus simple. Voilà, donc on a une belle analyse à faire, on est dans un cycle résistant, donc, pardon, on trace notre beau canal, hop, hop, au support, super, on trace l'oblique de support, 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 je vais y arriver, hein. C'est lundi matin, on y va tranquille, ok, donc support, support, trendline. Voilà, donc on est en train de casser la trendline, en tout cas de tester de le faire. On a déjà essayé ici piercing line, là ça fait plusieurs clôtures qu'on maintient dessous. Je pense que voilà, un signal bear ici, ce qu'on a là, me semble être un prix intéressant pour jouer des ventes. Donc là je dirais, hop, en horaire, si on fait la même analyse, ça nous fait signal bear, support. On attend donc que ce signal bear se mette en place. On a bien une résistance qui s'était mise en place ici et un support là, une résistance précédente là, et on peut donc tracer notre canal. Putain, je vais y arriver. Donc ça nous fait hop hop avec un canal baissier au support. Ensuite, on peut essayer de trouver une oblique de support ici, je dirais quand même. Hop et hop. Voilà. Donc, pour l'instant, en vue de l'analyse qu'on a, voilà. Voilà. Au vu de l'analyse que je peux faire, très très rapidement, encore une fois, hein, c'est analysé en 2 minutes. Le but, c'est de faire une analyse graphique, une analyse chartiste, tout ce qu'il y a de plus simple, un canal, une oblique, et de voir où on se gère, où on se positionne là-dedans.
On est sous une résistance. Moi, je pense que c'est intéressant de vendre l'euro-dollar aujourd'hui. Ça fait vente avec un stop là. Tout petit stop, c'est une vente horaire, hein, donc ça veut dire vendre là, stop là. Si l'eurodoll vient chercher ça cet après-midi, terminé. Si l'eurodoll casse le support cet après-midi, pour moi, c'est une entrée vendeuse. Ici, on est bien en zone neutre. Ici, on est en zone baissière. Si ça fait tac, tac, et qu'on casse ça, c'est terminé. Voilà. Si ça se redirige vers là cet après-midi, qu'on cède ça, je pense qu'il y a une belle vente à prendre sur la partie euro-dollar. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça a tenté de le faire ici et ça a échoué. Donc attention, si on franchit la résistance, il faut sortir, tout simplement. Moi, je pense que ça oscille, donc je dirais pas rentrer sous la résistance, mais rentrer en cassure du support cet après-midi me semble être un signal intéressant. Donc je dirais une vente euro-dollar si on revient tester pour casser le support. Si on casse la résistance, évidemment, on ne fait plus rien. Okay. C'est-à-dire que le marché ne doit pas faire cassure de résistance, puis cassure du support. Il faut vraiment que le marché, tac, voilà, dès l'ouverture américaine, ça vende l'eurodoll et on n'en parle plus. Voilà le scénario. Pour moi, donc l'eurodoll à surveiller, mais ça me paraît assez intéressant en cas donc de réactivation baissière du signal. Pour l'instant, on voit bien un marché qui a tenté de breaker et qui échoue. Donc attention, ça peut signaler au contraire un marché plutôt haussier, qui va pousser le cycle TP un peu plus loin. On est en squeeze, il est tout à fait possible qu'on ait un POC, vous voyez, sur l'eurodoll, une grosse montée stupide, et puis derrière, évidemment, ça refoulera. Mais on est bien dans un cycle de prise de profit, donc voilà, on peut très bien chercher à déclencher des stops au-dessus des 1,25, 50, et puis derrière, évidemment, une fois les stops déclenchés, comme c'est prise de profit, il n'y aura pas de suivi acheteur. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Dans un cycle TP, on peut aller péter les stops et terminer. Exactement comme ce qu'on a fait sur le Bitcoin. Hein. Voilà, si vous captez le truc, on est bien sur des cycles TP. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Pouf, hop, on vient nettoyer les stops sous les supports. Mais vous voyez qu'il n'y a jamais de suivi vendeur derrière. Ça retrace à chaque fois. OK? C'est exactement ce qu'on a fait là. Pattern TP, hop, on vient juste dégommer les stops sous le truc. Il n'y a pas de suivi vendeur et ça repart derrière. OK? Voilà pour l'eurodoll. Alors, l'euro-yen. Voilà. L'euro-yen, ça m'intéresse. Donc, l'euro-yen, moi, je vais m'y recoller dans pas longtemps. Voilà. Donc ça tente le break baissier. Pour le moment, ça ne marche pas. Donc rappelez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire structure de range. Mais je pense qu'on a terminé ici. On a bien eu le exit. D'accord? Pour moi, ça c'est un gros signal vendeur qui est arrivé sur l'euro-yen. Hein. Mais vraiment, dans le genre gros signal de vente, celui-là, c'est un costaud, quoi. Donc voilà, moi je dirais que là, le risque maintenant, c'est qu'on se redirige vers le signal acheteur, le dernier signal acheteur. Là, on le dégomme et ça fait mal. Hein. Voilà. Donc, je dirais validation du signal baissier. Si on passe sous le dernier signal acheteur, bim, c'est le break baissier qui nous attend. Hein. Je pense qu'on va breaker sur l'euro-yen. Hein. Donc, encore une fois, s'il y a le retour du risque ultra violent, bim. Scénario crash des indices, ça veut dire on se dirigera ici pour aller chercher au moins 126 dans un premier temps. Et ça me semblerait tout à fait normal, mais on voit bien un niveau de support ici. Si on revient chercher ça, c'est qu'on casse le niveau de support et qu'on ira chercher 126. Donc moi, c'est ça le mouvement de prix qui m'intéresse à Pécho en ce moment. Pour l'instant, on tient toujours le canal de baisse. On doit mettre à jour, puisque là, il y a un nouveau signal vendeur, et on a raté un signal acheteur ici. Là, on est probablement en train d'en donner un nouveau. D'accord, celui-là, il est encore potentiel. Ah. Voilà. Donc celui-là est encore potentiel. Ah ben non, voilà, on est revenu chercher le niveau de break, donc il est plus que potentiel, il est même confirmé. Voilà. Donc on a bien constitué un support ici par l'invalidation du break baissier. On vient, on cherche la target et on retourne au niveau de break. Ça veut donc dire que le marché n'est pas baissier, donc il y a eu support ici. On met à jour notre scénario. On est donc dans un cycle acheteur, puisque c'est le dernier cycle qu'on a ici. Voilà. Et voilà. Hop, tout simple. Voilà donc le cadre technique dans lequel on est. L'objectif, c'est de voir si on arrive à sortir par le haut de ce canal ou non. Voilà, en termes d'oblique de support, moi je partirai donc de là pour aller là. Et voilà, je dirais zone neutre pour l'instant. Donc on est là. Au-dessus, c'est plutôt une appréciation haussière. Ça veut dire que l'euro-yen ira chercher très probablement des zones de retracement type 50, donc des 133 et compagnie, qui peut être très attractif évidemment pour jouer des ventes. L'option numéro 2, c'est que ça revend ici, on revient chercher ici et on casse. Et dans ce cas-là, pour moi, il faut rentrer vendeur de l'euro-yen. Je surveille très attentivement en fait cette réaction-là. Parce que si on installe des clôtures au-dessus du break, c'est que le marché est haussier. Si on rejette une nouvelle fois le marché en break, tac. Voilà. C'est-à-dire que là, le signal baissier break, il dit le marché peut breaker.
Il vient chercher la target, ça veut dire qu'effectivement, il y a du suivi sur le break. Maintenant, on voit qu'on ne dépasse pas la target et qu'on revient chercher le break. Donc, c'est plutôt une neutralité. Donc, je pense qu'effectivement, l'euro-yen, il va probablement accumuler là-dedans, faire un gros merdier ici, et ensuite, soit sortie haussière, soit sortie baissière. Comme moi, je suis dans une sens d'une tendance bien baissière sur cette zone-là, et je pense qu'on a terminé la conso. Je vous rappelle, en schéma héliotiste, on a fait une grosse vague 1 ici. Il est possible qu'on fasse la 2 en ABC, comme je vous l'avais dit. Voilà. Et dans ce cas-là, on a terminé là. Qu'on soit bien d'accord, si on a fait un running flat, là, c'est terminé. Il y a la possibilité encore qu'on fasse tout simplement un extended flat. C'est possible. Dans ce cas-là, effectivement, on ira chercher un point C là-haut. C'est les deux solutions que j'ai, moi. Voilà. Soit ici, on a déjà terminé la conso et on se redirige vers un truc baissier, mais il va falloir vendre ici. Si ça, par contre, ça rachète là, on ira chercher, je pense, des prix plus attractifs à la vente sur un point C étendu qui fait généralement 161. Ah bah je suis con, voilà, voilà, en fait ça vous le donne direct ici. Donc ça nous ferait une vente à faire sur l'euro-yen à 134 par exemple. Voilà. Ok. Donc voilà les deux niveaux qui pour moi m'intéressent sur l'euro-yen. Je vais tout simplement, voilà, on va se mettre le 1,618. Voilà. Les deux prix vendeurs, donc soit un point C ici, mais on l'aurait déjà fait, c'est-à-dire simplement on n'est pas allé chercher exactement le prix, mais on aura fait notre ABC, dans ce cas-là c'est déjà fini. C'est tout à fait possible. Soit on se dirige vers un C plus profond à 134 pour l'euro-yen. Voilà les deux prix que j'ai à vendre. La UDNZD, ça tergiverse toujours. Ça ne veut pas y aller. Allez. Je t'en pose 2 minutes. Hop, nous y voilà sur la UDNZD. Alors voilà, un marché qui nous emmerde au possible. Il n'a pas du tout envie de lâcher ce marché. Mais attention, encore une fois, comme je vous l'ai dit, la UDNZD, quand ça va partir, c'est un truc dans ce style auquel il faut s'attendre. C'est-à-dire ça va faire boum, boum, et on ira péter cette résistance-là dans la foulée. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que ça ne veut pas. Là, on a un marché qui fait tout pour baisser. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours que le marché essaye de briser la résistance. 5 jours qu'il fait des mèches. Donc attention, là honnêtement, il y a quand même un risque baissier non négligeable. Après 5 jours de mèche, je vous dis, soit ça part d'un coup et on n'arrêtera plus la bête, soit par contre on repart à la baisse et alors là par contre ce sera moche. C'est-à-dire qu'après 5 jours de mèche comme ça, si on doit repartir, pour moi c'est vraiment casser le support et il y aura une aspiration baissière. C'est-à-dire on va tenter de sortir du canal. Ça me paraît évident. Là, si on doit céder ce truc-là et péter le support derrière... Bon, honnêtement, je ne vois pas de soutien sur la UDNZD. C'est-à-dire que là, honnêtement, si ici, ce n'est pas un support, c'est là qu'on ira. C'est-à-dire vraiment tout en bas. Je ne vois pas ce qu'on ira à foutre là. Ce qu'on irait foutre ici. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je ne comprends pas les pressions baissières de la UDNZD. Maintenant, tant qu'on ne brise pas les résistances, moi, je ne peux pas y aller comme un bourrin. Maintenant, je vous ai dit, et je suis encore une fois très honnête, moi, là, on pète ça, je me fous levier 6 ou 7 sur la UDNZD. C'est-à-dire que je vais vraiment y aller comme un cochon. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Voilà. Donc je reste, je suis toujours levier 2,5 à peu près sur la UDNZD. Tant qu'on ne prête pas de résistance, je ne renforce pas. Par contre, quand je vais renforcer, ça va faire mal. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment une très très forte conviction sur la UDNZD. Ça fait des mois que je patiente. Mais quand je vais la voir, celui-là, voilà. Moi, je vois des momentum haussiers. C'est-à-dire là, j'ai vraiment un signal double TP. On est toujours dans un cycle ascendant. Je pense que là, en gros, ils ont essayé de nous tirer les prix le plus bas possible, mais ça ne vend plus. Voilà. C'est-à-dire que là, tous les vendeurs, ils prennent tous leurs profits. Ça soutient les prix. Il n'y a pas encore les acheteurs qui rentrent. Vous voyez, on voit les acheteurs qui spéculent et ça ne parvient jamais à franchir la résistance. Dès qu'on a une clôture daily au-dessus de 1,65, terminé. Clôture daily au-dessus de 1,65, la UDNZD, il fait ça en 2 jours derrière. Voilà. Donc attendez-vous à ce que ce soit une fusée, ce truc. En fait, on va partir probablement comme ça. Voilà. Si on part sur la UDNZD, je ne vois pas de frein en fait. Je vois aucun frein technique avant le haut de canal. Et le haut de canal, il se situe quand même 2 et quelques % plus haut, en sachant que la UDNZD, il a déjà fait ça par le passé plus d'une fois. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'on va s'enquiller 2 à 2,5% de hausse en 2 jours sur la UDNZD. Chercher le haut de canal très rapidement, puisqu'il n'y a pas de résistance avant ça en fait. Voilà. Mais je ne vois pas comment on pourrait installer une tendance baissière ici. Si on installe une tendance baissière, c'est que la UDNZD n'est pas haussier. Dans ce cas-là, c'est direction sous la parité. Voilà. Si on vient chercher ce support, et je ne vois pas pourquoi on le ferait en fait. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Mais si on vient chercher ce support, en dessous, franchement, c'est une tendance baissière. Et je ne vois clairement aucune tendance baissière sur la UDNZD. Encore une fois, moi, je ne fais que suivre mes scénarios. Et mon scénario, c'est qu'en weekly, on est bien dans notre diamant
Et vous voyez, là, moi je ne vois pas comment un marché comme ça peut être baissier. C'est-à-dire que là, si vous regardez comment ça se déroule en weekly, franchement, cette semaine, soit on clôture tout en bas, c'est-à-dire soit on va casser le plus bas et on va clôturer en bas et on va se diriger vers ça à terme, soit on fait un avalement haussier cette semaine. On a un gros rejet en mèche basse sur la semaine passée. Soit là, on est en train encore une fois de travailler le point bas et il y a plein d'acheteurs qui se positionnent sur la UDNZD. Et à terme, on va finir par passer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait 5 mèches de rejet en intraday que la sixième ne va pas passer. Mais voilà, moi je pense que le grand risque, c'est que cette semaine, au bout d'un moment, ça finisse par passer. Poum, on vient passer ça et on termine la semaine avec un gros marabouzo rouge. Moi, je pense que c'est dans cette semaine que ça va se régler. Ça m'étonnerait qu'on fasse un petit doji cette semaine. Je pense au contraire qu'on va coller une grosse bleue. Maintenant, si on ne peut pas maîtriser le timing, le marché, il a des catalyseurs, il a un support. Soit il cède ce support et il va chercher plus bas, soit il tient ce support. Et je pense que la résistance, elle finira par péter. C'est-à-dire que là, voilà, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Pour moi, on a déjà pété la résistance, puisque voilà, elle se situait par là. D'accord. Encore une fois, on fait l'analyse, bête et méchamment. Alors là, il faut qu'on mette le scénario à jour. Donc on va prendre nos petits... Hop, hop. Voilà. Bon, pas grave. Hop, donc on avait résistance, support, résistance, support, résistance, et on cherche donc un support. Ok, donc là, celui-là, c'est du spéculatif. On va le chercher, celui-là, on va essayer de l'attraper. Voilà, le support c'est donc fait là, mais on est obligé de prendre le point le plus bas. Et on va essayer donc de tracer nos objectifs. On est donc dans un cycle baissier pour l'instant, donc on prend notre canal. Ok, là et là. Alors encore une fois, on va essayer d'y arriver bien comme il faut. Voilà, ça nous fait là, là, sur le dernier signal de vente. On est bien aujourd'hui sur un support. Si ça cède, c'est pas très bon. Si ça fait son support, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle vendeur, mais dans un canal ascendant, c'est-à-dire un cycle consolidant. Au niveau des obliques de support, dans ce cas-là, moi je mettrais plutôt une oblique résistante, voilà, au sein du canal. Donc, pour moi là, l'objectif c'est on pète ça, c'est haussier. Enfin, on pète ça. Ici, ça reste haussier neutre. Si on repasse au-dessus du canal, gros signal acheteur de la UDNZD. Ici, il faut être positionné comme des dingos. Voilà. Donc là, moi, en gros, ici, c'est mon positionnement levier 5, 6 dans un premier temps, voire 6, 7. Là, on sera sur le point de décollage. Donc, je vous dis, je pense me mettre levier 7. Et ici, je réduirai la voilure. Je commencerai à encaisser des gains. Mais là, moi, je vois que si on tient le support et qu'on casse les résistances, il n'y a pas de frein avant 2 à 2,5% de hausse de la UDNZD. Donc, vraiment, je vous ai dit, il y aura un décollage brutal. Je pensais que ça pourrait se produire là. Maintenant, je pense que c'est vraiment imminent. On attend juste en fait le décalage et ça se fera pour une raison X ou Y. L'invalidation, évidemment, si on bascule sous ce truc-là. Ça veut dire qu'on sera parti pour de nouveau un mois de baisse encore sur la UDNZD, un mois de plus de patience. Mais il y a un timing acheteur ici, pour moi, c'est indéniable. Il faut juste maintenant que les prix y réagissent. Si ça continue de baisser, on laisse chuter les prix. Voilà. Donc patience sur l'AUD NZD, c'est un marché qui est très chiant, mais qui, pour moi, c'est celui sur lequel j'ai le plus de conviction cette année. Voilà. Pour moi, c'est le marché de 2018. L'AUD NZD, maintenant, il faut qu'il déclenche. Quand il aura déclenché, derrière, on aura des mois de gains faciles à faire. Mais pour l'instant, c'est la phase ultra spéculative. Donc il faut s'armer de patience. Voilà. Côté DXY, moi je suis repassé à l'achat du dollar, je ne vous l'avais pas caché, j'y reste. Donc TP pour l'instant, et voilà, signal TP pour les vendeurs, donc je dirais achat à faire à nouveau sur le dollar. Donc moi je reste acheteur de dollars, je vais renforcer je pense aujourd'hui. On va revenir en daily. Voilà. Donc, ouais, effectivement, un truc comme ça, c'est quand même plutôt bullish. Donc là, on a déjà débordé l'oblique résistante. Voilà. Donc je dirais que là, on va quand même voilà, on pourrait la mettre comme ça pour l'instant. Donc on la travaille, mais je pense qu'on va la déborder. Donc je dirais qu'on est vraiment, pour l'instant, moi, je pense, en zone plutôt haussière. Voilà. Donc je dirais là, hop, on travaille le truc. Hop, et tac. Voilà. Et on se dirige en franchissement de la résistance vers le haut du canal, sur le dollar index, chercher et tester cette précédente résistance. Donc vraiment, voilà, pour moi, ça fait sans trop de problèmes, je dirais vraiment une target ici à faire sur le dollar. Target très intéressante. Voilà. On serait pour moi dans l'extension d'ici de la vague 1, ça fait vague 1, 2, et on chercherait une 3, pour ceux qui aiment toujours un peu l'héliotisme.
je le fais encore, mais c'est juste pour trouver la target. Hein, voilà. Donc dans ce cas-là, je pense qu'on irait viser une vague 3. Voilà, ça nous ferait effectivement une target ici au minimum, voire plus si affinité. Si notre vague 3 est non étendue, on ira ici, effectivement. On ira par là, on aura une 3 non étendue. Maintenant, moi, vu le temps de conso, vu le merdier sur le dollar, je pense qu'on aura une 3 étendue, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on pourra viser sans problème cette target, je pense. Viser, voilà, à 93,32, ça me semble beaucoup plus rationnel en termes d'amplitude de prix pour moi. Donc je dirais à surveiller ici en target 1. Voilà. Surveiller en target 1 et je vois effectivement ouais, une target 2 à faire ici. Voire plus, hein, voilà, quand on s'installe au-dessus du canal, après on attend les signaux vendeurs. Mais voilà, ça ferait plutôt ça, moi, en termes de schéma, target 1, target 2. Hop, sur le dollar. Donc dans une vague en tendance, donc qui va casser des résistances. Donc il me semblerait quand même logique qu'on casse cette résistance également. Donc voilà. On peut même l'envisager un petit peu plus agressif. Si on sort du canal, voilà, moi c'est vraiment, si on ne sort pas du canal, ici, si on voit que ça tergiverse et que ça bloque, prendre quand même un petit TP1 ici. Mais je pense qu'on peut quand même sans trop de problèmes jouer une target 2 assez haussière, voire peut-être même plus haut que ça. Hein, voilà. La vague 3, elle peut très bien aller chercher 200%, et dans ce cas-là, notre target 2, elle se fera là. Hein, voilà. Moi je dirais même plutôt que ça me semble plus logique. On va aller chercher un weekly pour voir l'occurrence, ce que ça nous donne. Ok. Ouais, franchement, moi, il me semble plus viable d'aller jouer la target numéro 2 ici. Voilà. Alors, on va voir, hein, mais la target 2, bon, pour l'instant, on va la mettre là. Sinon, on fait 3 TP, et puis voilà. Hein, voilà. Donc ça sera target 3. Ok, celle-là, par contre, on va pas plus haut. Voilà, moi je pense qu'on n'ira pas plus haut. 3 targets à jouer donc sur le dollar en franchissement de la résistance. Pour l'instant ça travaille, donc attention, il ne faut pas non plus trop s'exciter, mais on est bien en TP dans une tendance, enfin TP dans la contre-tendance, c'est-à-dire que pour moi le dollar il a terminé sa phase de conso, et là on repart pour un gros cycle haussier du dollar. Hein, voilà. Donc pour l'instant, moi je reste acheteur de dollar. Voilà. Alors ensuite, bon, Tesla, no comment. Ça ne veut même pas remonter, donc autant vous dire que ce truc-là, ils sont mal barrés. Mais je pense qu'on va quand même aller clôturer le gap. Voilà. En fait, je pense qu'on pousse au TP1. Moi, j'ai déjà pris mon TP, hein, c'est-à-dire que je l'ai pris ici. Il me reste 20% à la vente sur Tesla. Je les conserve. Voilà. Même si on vient là, je ne ferai pas de nouveau TP. Je pense que je garde mes 20% à la baisse et je vais venir consolider cette position, enfin renforcer cette position en pullback ici. Donc pour l'instant, je reste out sur Tesla, enfin toujours avec un volume vendeur, mais un volume marginal et des profits déjà encaissés, des gros profits. Hein. Tesla, je me suis gavé comme il faut. Je me suis bien gavé. Voilà. Le reste, ça m'intéresse moyennement. Nvidia, par contre, là, je suis toujours vendeur sur Nvidia. Et là, je pense qu'aujourd'hui, Nvidia, il risque la séance sanglante. On est dans un break baissier, on est sur les niveaux de target. Voilà, pour moi, l'objectif, c'est de voir là, on range. Et vous voyez que Tesla, ça ne parvient pas à se reprendre. Hein. Ça tente leur montée, bim, ça rejette. Donc là, le risque, le vrai gros risque, c'est que là, on soit dans un truc... comme je vous dis, pour moi, c'est une bulle, Nvidia. Hein. Voilà, on ne peut pas y aller par 4 chemins. C'est une bulle. Et pour moi, le retour de volatilité, il s'est effectué là. C'est-à-dire ici, boum, retour de volatilité, dernière poussée haussière, exit, ça part au sud. Pour moi, ça sent mauvais. Hein. Un truc comme ça, honnêtement, c'est vraiment, ça c'est un break de crack, quoi. C'est-à-dire, bim, voilà. Pour moi, Nvidia, je reste vendeur, full vendeur, parce que ce truc-là, s'il casse cette oblique-là, et qu'il casse ça, il n'y a plus de soutien. C'est-à-dire que derrière, ça fait boum, voilà, ça tombe tout seul. En tout cas, ça tombe au moins sous ce truc-là. Voilà. C'est-à-dire que là, ici, on a bien au minimum sur Nvidia, une target 1 ici, target 2 là, voilà. Ça fait TP1, voilà. Moi, je dirais vraiment un TP1, on vient chercher cette zone de support, éventuellement, ici, on trouve un support. Ça voudrait dire qu'on aura chuté de 30%, oui, quoique 30%, c'est quand même pas mal hein, sur Nvidia, je pense, pour une première baisse. Donc, je dirais quand même un TP là, en fait. Voilà. Mais un TP complet, hein, c'est-à-dire là, moi, ce que je veux, c'est qu'on pète un support mensuel, donc ici, et qu'on trouve un soutien en dessous, un léger soutien. Et rappelez-vous, les premières vagues de crack, elles sont très brutales, mais par contre, c'est toujours du V-bottom en bas. C'est-à-dire qu'on ne range pas le bottom du prix avant de remonter. C'est vraiment bim, bim. C'est panique à bord. Et puis, derrière, on doit rapidement restaurer l'espoir. Voilà, d'accord ? Enfin, on doit restaurer un sentiment de tendance haussière, donc V-bottom. Voilà. Ça chute de 30%, mais ça remonte très rapidement, chercher ici, et on fait dead cat bounce. Vous voyez, ça remonte, ça retombe, ça remonte, et bim. Et là, derrière, le crack.
Ok, donc moi c'est ça que je cherche sur Nvidia. Le but en vendant ici, c'était de jouer la phase de crack. Il est hors de question, bien évidemment, que je sorte de l'actif maintenant. Maintenant, j'ai encaissé des profits partiels. Voilà. Donc là, si ça retombe, je renforce comme un cochon. Si ça remonte, j'ai déjà payé mon stop, je ne perds plus rien. Voilà. Mais je joue le crack. Voilà. Je n'ai pris un profit partiel que pour payer mon stop là-dessus. Et le reste, General Electric, il faut qu'on en parle. Voilà. Alors on revient sur Gene. Ben, on y est déjà en daily. Donc pour moi, toujours dans la pattern TP, on essaie de constituer un support. C'est bien validé par le momentum. Il y a tout ici normalement pour trouver un support. Maintenant, voilà, je pense que là, tout simplement, on a notre support ici. Voilà, d'accord, le chandelier baissier, le chandelier de stabilisation et l'avalement haussier. Donc pour moi, c'est ici que se joue la zone support. On revient juste faire le plein d'acheteurs là-dedans. Voilà. Moi, je me suis suffisamment exposé pour de la contre-tendance. Je n'ai pas envie de renforcer. Mais théoriquement, ça se renforce un General Electric. Voilà. Évidemment, il y a invalidation si on défonce le support. On est dans un TP, donc l'objectif c'est d'attendre que la tendance se termine. Si ça ne se termine pas là, ça se terminera plus bas. Dans ce cas-là, je rachèterai plus bas. Pour moi, l'objectif c'est toujours de sortir du canal ici, donc déjà d'aller le tester pour prendre un profit partiel. Donc moi, c'était achat ici. Je vise toujours un profit partiel vers les 14,50. Dès qu'on est à 14,50, je dirais qu'on peut éventuellement aller chercher le gap 14,75. Mais normalement, ici, il faut encaisser un profit partiel. Et derrière, c'est à la sortie du canal qu'on vient chercher le TP max. Donc pour moi, un take profit à jouer à 16, 20, 16, 30. Ça fait quand même un bon petit profit de 20% sur General Electric, qui n'est pas dégueu du tout. Hein. Voilà. Donc encore une fois, moi je ne suis pas simplement tout rouge sur on vend toutes les actions. Il y a pour moi des actions qui ont un potentiel haussier, en tout cas un potentiel de retracement technique. Voilà pour cette journée, on surveille Boeing parce que c'est le... Voilà, donc moi Boeing pour l'instant, je ne suis pas encore emballé par le crack. C'est trop lent. Voilà. Normalement, un crack, ça fait pas ça. Voilà. Normalement, un crack, c'était bim. Voilà. Il fallait qu'on accélère. Boeing, ça veut pas, donc j'ai préféré sortir. J'encaisse mes gains sur Boeing. J'attends de voir ce qu'il en est. Si ça retombe, je prends. Et encore, voilà, je suis bof chaud bouillant pour la jouer, celle-là. Mais je pense qu'on a constitué le support ici. Voilà. Vous l'avez sur la séance là. Hein. On a bien un momentum haussier. On a bien un triangle bleu dans un cycle boule. Donc moi, je pense que malheureusement, c'est un actif qui me semble toujours en risque haussier. En tout cas, il pourrait demander la constitution d'un nouveau sommet, c'est-à-dire pousser à travers le exit et tac, voilà, aller chercher plus haut, voire nous jouer un truc complètement parabolique. Hein. Donc pas impossible. À voir. Mais pour l'instant, je veux qu'on casse. Voilà. Si ce signal-là n'est pas cassé, il me semble que c'est trop dangereux. On est sur un cycle acheteur. Ça me gêne, voilà, ça me gêne, donc je dirais qu'on peut sans problème revenir chercher ici une vente, et dans ce cas-là, je préfère vendre ce prix-là, sous condition de signal, bien entendu. Par exemple, voilà, on aura donc les publications de résultats le 24 avril. Il est possible qu'on ait une remontée de Boeing jusqu'au 24 avril. Ici, bim, on vend et on est bon. Ça me semble intéressant, voilà, de jouer une remontée haussière ici. Ça remonte, ça commence à chuter avant les résultats, bim, font tomber tout le prix. Ça pourrait être intéressant. En l'état, moi, j'ai plus de ratio risque-rendement intéressant. Ici, si je vends, la target est là, le stop doit être là. Donc, ça fait 1 pour 1. Pour moi, ce n'est pas viable. Sur un actif qui est surtout ultra boule, parce que quand même, il faut se rendre compte de ce qu'on vend. Hein. Boeing, on vend un truc qui est comme ça. Donc, attention, si ça invalide, le truc, c'est que ça peut très bien, là, vous recoller un bim, et on vient faire 500 $ derrière. C'est tout à fait possible. Donc, vraiment attention sur Boeing. Je pense que c'est trop risqué, en fait, de vendre ce support qui ne veut pas céder. Dans un crack, ça doit céder rapidement. Les supports, on les casse en ligne droite. Là, voilà, ça fait plus d'1 semaine qu'on est sur le support. Je pense que le risque, c'est que ça réactive et surtout qu'on réinstalle une tendance haussière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signal vendeur ici, je ne vendrai pas, qu'on soit bien d'accord. Si cet actif vient chercher le cluster résistant ici et le déborde, c'est qu'il est ultra boule. Et dans ce cas-là, au contraire, c'est plutôt des achats qu'il faudra jouer sur Boeing. Achat en report du canal, c'est-à-dire ça fait un minimum 440 $ derrière. Hein. Ok ? Donc vraiment, prudence sur cet actif-là. Il est vraiment pas nécessairement baissier, hein, ce truc-là. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une agréable semaine de trading. Restez sages, ça va être violent cette semaine. Je pense qu'on va avoir des réactions sur la plupart des actifs que je surveille en tendance. Je m'attends à une réaction sur l'euro-yen, sur la UDNZD. Je m'attends à l'euro-doll. Je m'attends à un gold très probablement hautement tendanciel. Je m'attends à une réactivation du gaz. Je m'attends également à un mouvement sur le VIX, mais il n'y a pas de risque rassurement permettant de se positionner, donc je préfère rester out sur la volatilité pour l'instant. Je m'attends évidemment à un gros décisionnel sur le S&P 500.
On ne doit pas ranger 107 ans. C'est-à-dire que si c'est baissier, théoriquement, là, le range, on va le terminer très rapidement. C'est-à-dire qu'on devrait réenchaîner des baisses, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Donc à voir ce qui peut catalyser. On va regarder d'ailleurs les catalyseurs de la semaine. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouais, on a du market. Ah ben voilà, on a l'ADP. Je ne peux pas faire plus simple. Hein. Donc voilà, le 6, le NFP américain. Je pense que tout se joue sur ce NFP. Ce sera le catalyseur qui permettra de décider des marchés américains, c'est-à-dire, encore une fois, un bon NFP ne veut pas dire que le marché sera haussier. Tout dépend comment, encore une fois, vous ne pouvez pas interpréter les chiffres macroéconomiques. Ce qui importe, ce n'est pas le chiffre et l'interprétation que vous en faites, c'est simplement l'interprétation qu'en fait le marché. Le chiffre en soi, on s'en cogne. Ça n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est comment le marché le perçoit. Parce que si vous avez un bon NFP, tout le monde va peut-être se dire « Oh merde, on aura peut-être 3 hausses de taux en plus au lieu de 2 d'ici la fin de l'année, donc pas bon pour les actions. » Donc voilà. Bref, donc, en fait, on s'en fout du chiffre. Ce qui est important, c'est comment le marché va y réagir. C'est un catalyseur. Voilà. C'est purement et simplement un rôle catalyseur. Donc soyez conscients que, pour moi, les chiffres de l'ADP aujourd'hui, déjà sont importants. Demain, pardon, déjà sont importants. Et le NFP vendredi donnera un mouvement costaud. Donc je dirais demain, probablement pas grand-chose à s'attendre aujourd'hui. Hier, on a cassé des supports. Aujourd'hui, on va probablement les tenir. Par contre, demain, l'ADP risque d'être un gros catalyseur. Voilà ce que j'ai pour cette semaine.